L'épisode suivant aborde des sujets sensibles tels que le meurtre, le suicide et les troubles mentaux. La discrétion du spectateur est recommandée. Sandra Rivet était une jeune femme du Royaume-Uni, profondément compatissante et très voyageuse. Son courage inébranlable, sa force indéniable et son espoir inextinguible d'une vie meilleure ont tous été brutalement interrompus par un meurtre effroyable à l'automne 1974, laissant tous ceux qui la connaissaient dans la résidence royale de Lord Lucan et l'ensemble de Lower Belgrave Street à Londres dans la stupeur. Cherchant des réponses dans une mer de mystère qui nous a tous noyés dans le doute. Ceci est une enquête sur le meurtre de Sandra Rivet et la disparition de son meurtrier, Richard John Bingham. 7e comte de Lucan dans le quartier de Belgravia au Royaume-Uni. Et l'histoire de 50 ans de l'un des crimes les plus complexes et infâmes de Londres, resté non résolu. Sandra Rivet est née le 16 septembre 1945 à Basingstoke, dans le Hampshire, au Royaume-Uni. Cependant, la famille n'est pas restée longtemps dans le Hampshire, où elle n'avait que 2 ans. En 1948, le clan Hensby a quitté l'Europe pour s'installer en Australie, où il est resté pendant les 7 années suivantes. Dès son plus jeune âge, Sandra montrait une personnalité unique et une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Elle apprenait vite, montrait de la créativité dans sa logique et malgré sa discrétion, savait se faire des amis et s'entendre avec ses frères et sœurs. En 1955, Sandra et le reste de la famille Hensby sont retournés au Royaume-Uni, s'installant cette fois à Croydon, dans le sud de Londres. C'est ici que Sandra a trouvé une admiration qu'elle n'avait pas en Australie et qu'elle est devenue assez populaire auprès des autres élèves de l'école. Bien qu'elle se soit intégrée, Sandra avait des difficultés sur le plan scolaire, alors que sa logique et son sens pratique faisaient d'elle une jeune fille très intelligente. Ses notes ne reflétaient pas cette intelligence. Malheureusement, ces problèmes ont suivi Sandra de l'école primaire au lycée et elle n'a pas réussi à entrer à l'université pour poursuivre une carrière après le lycée. La réalité de la situation a d'abord frustré Sandra, mais elle a fini par accepter le résultat et s'est tournée vers des jours meilleurs. Il n'a pas fallu longtemps pour que les jours meilleurs arrivent. Sandra a pu décrocher un apprentissage en tant que coiffeuse et a travaillé sous une étroite tutelle pendant les 6 mois suivants. Une fois la compétence acquise, Sandra s'est tournée vers le travail de secrétaire. Elle a rapidement obtenu un poste de secrétaire dans une entreprise locale à Croydon, ce qui lui a permis de vivre chez elle et de n'avoir qu'un court trajet à faire. Malheureusement, après quelques opportunités d'emploi chanceuses, la chance a tourné pour Sandra. Elle voyait un homme non identifié par intermittence depuis des mois jusqu'à ce que cela prenne fin. Elle gérait mal la rupture. Atteignant un point de rupture dans sa santé mentale, Sandra s'est fait hospitaliser volontairement dans un hôpital à Red Hill, dans le Surrey. Là-bas, elle a été traitée pour des symptômes liés à la dépression, mais elle a pu se rétablir complètement et réintégrer la société. De retour dans la grande région de Londres, Sandra a rencontré un homme nommé John, un entrepreneur local et homme d'affaires respecté dans le quartier. Après quelques mois de relation, le couple s'est fiancé et Sandra a pu décrocher un autre emploi, cette fois comme nourrice, pour un médecin qui vivait à Croydon. En 1963, Sandra et John ont découvert qu'ils attendaient un petit garçon. 9 mois plus tard, le 13 mars 1964, Sandra a donné naissance à Stéphane, son fils unique. Malgré la naissance de leur enfant, la relation entre John et Sandra a rapidement commencé à se détériorer. Les fiançailles ont finalement été annulées et Sandra a dû retourner vivre chez ses parents à Croydon. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'un nouveau-né dans son état. Elle a donc demandé que Stéphane soit adopté, refusant que leur petit-fils soit confié à l'État. Monsieur et Madame Hensby ont déposé une demande et ont finalement été désignés comme parents adoptifs de Stéphane. Pour se remettre sur pied, Sandra a de nouveau changé de carrière et est devenue aide-soignante dans une maison de retraite. Cependant, réalisant que cet hôpital ne lui convenait pas, elle a démissionné et déménagé à Portsmouth, dans le Hampshire, pour vivre avec sa sœur. Sandra a entamé une nouvelle relation, cette fois avec un marin de la Royal Navy nommé Roger Rivet. Ils se sont mariés le 10 juin 1967 dans la ville natale de Sandra, à Croydon. Après un certain temps, Roger a accepté un poste de chargeur chez British Road Services. Cela a permis à Sandra de trouver également un emploi à temps partiel, et elle a continué ses anciennes fonctions de gardienne, cette fois à l'orphelinat Reedham à Purley. 6 ans plus tard, en 1973, Roger a changé de carrière pour devenir conducteur de citerne chez Esso, aujourd'hui connu sous le nom d'ExxonMobil.
Cela a ramené Roger et Sandra à Kenley, et Sandra a quitté le secteur des orphelinats pour travailler dans l'industrie du tabac, dans une entreprise à Croydon. Le nouveau travail de Roger lui a permis de voyager, ce qui s'est avéré désastreux pour le couple. Pendant ses absences, Roger devenait de plus en plus paranoïaque et soupçonneux envers Sandra, allant jusqu'à l'accuser de lui être infidèle lorsqu'il partait en voyage. Malgré les affirmations de Sandra sur son innocence, Roger n'a jamais lâché prise et le couple a divorcé. En mai 1974, Roger est retourné vivre chez ses parents et Sandra a été obligée de chercher à nouveau du travail comme nourrice. Une agence de services domestiques à Belgravia, dans le centre de Londres, a enregistré les coordonnées de Sandra et a finalement fait appel à son aide. La première demande est venue d'un couple âgé vivant dans le quartier de Belgrave. Sandra excellait dans son rôle et reçut bientôt un message de John Bingham, 7e comte de Lucan, l'informant que ses services étaient requis à son domicile privé. John, plus connu sous le nom de Lord Lucan, avait 3 enfants et sa femme avait besoin d'aide pour s'occuper d'eux le matin et le soir. Sandra a pu intégrer cela dans son emploi du temps et s'est rapidement bien entendue avec Lord et Lady Lucan ainsi qu'avec leurs enfants. Cependant, ces moments agréables furent de courte durée. Dans une attaque choquante, Sandra a été battue à mort avec un tuyau en plomb, supposément par Lord Lucan lui-même, dans la nuit du 7 novembre 1974 à Belgravia, Londres, Angleterre. Le mercredi 6 novembre 1974, Sandra Rivet passe une soirée en ville avec son petit ami de l'époque, John Hankins. Le couple se voyait habituellement le jeudi soir, jour de congé de Sandra, mais ils ont dû changer cette fois-ci. Mis à part le changement d'horaire, tout se passe comme prévu ce soir-là et Sandra rentre chez elle sans encombre. La normalité se poursuit le lendemain, le jeudi 7 novembre 1974, alors que Sandra accomplit ses tâches habituelles de nourrice. Au domicile des Lucan, sur Lower Belgrave Street à Londres, en Angleterre, le jour laisse place à la nuit et tout semble aller pour le mieux entre Sandra et la famille Lucan. À 20h ce même soir, Sandra appelle son petit ami John depuis le téléphone du domicile des Lucan. Pendant une courte pause dans ses responsabilités professionnelles, entre 20h30 et 20h50, Sandra couche les 2 plus jeunes enfants Lucan dans les chambres à l'étage de la maison vers 20h55. Sandra cherche Lady Lucan, anciennement connue sous le nom de Veronica Mary Duncan. Sandra trouve Veronica et lui demande si elle souhaite une tasse de thé. Lady Lucan accepte et Sandra se dirige vers la cuisine. Lorsque Sandra atteint la cuisine située au sous-sol de la maison, elle n'a même pas le temps de remplir la bouilloire qu'un assaillant s'approche derrière elle et la frappe à la tête avec un tuyau en plomb enveloppé. L'assaillant répète l'attaque jusqu'à ce que Sandra soit assommée et finisse par être tuée sur place. Une fois que le pouls de Sandra s'arrête, l'assaillant soulève son corps et le place dans un sac postal en toile. Quelques minutes passent et Lady Lucan devient agitée à l'étage, se demandant ce qui peut bien rendre la préparation du thé aussi longue. Elle quitte sa chaise et descend rapidement au premier étage. 1 minute de plus s'écoule et la maîtresse de maison se tient en haut de l'escalier qui descend vers la cuisine du sous-sol. Elle appelle Sandra sans hésiter, mais est rapidement attaquée elle-même par derrière. Alors que Lady Lucan est agressée, elle tente de se défendre. Au cours de la violente altercation, elle parvient à mordre les doigts de son agresseur avant d'être plaquée face contre terre. Après avoir crié sur l'assaillant, une voix étrangement familière hurle « Tais-toi !» Lady Lucan dira plus tard à un juge et à un jury que cette voix ressemblait exactement à celle de son mari, Lord Lucan lui-même. Vers la fin de l'affrontement violent, Lady Lucan parvient heureusement à atteindre son agresseur par derrière et à le saisir par les testicules. Alors qu'elle serre, l'homme retire sa main de sa gorge et pousse un cri de douleur, abandonnant la lutte. C'est à ce moment-là que la vérité devient trouble. Selon les rapports, Lady Lucan s'enfuit loin de son agresseur et retrouve son mari, Richard John Bingham. Cependant, il s'agit d'une interaction non violente, Lord Lucan disant calmement à sa femme qu'il l'a tuée, lorsque Lady Lucan demande où se trouve Sandra. Dans un rebondissement étrange, certains rapports affirment que Lady Lucan propose d'aider John Bingham à s'échapper de leur manoir de Belgravia à condition qu'il attende que ses blessures causées par l'attaque guérissent. Apparemment, après cette interaction, Lord Lucan se rend à l'étage et envoie sa fille aînée se coucher. Il emmène Lady Lucan dans l'une des chambres et lui demande d'étendre des couvertures afin de ne pas tacher les draps pendant qu'elle s'assoit sur le lit. Lord Lucan demande s'il y a des barbituriques, ce à quoi Lady Lucan répond « Il y en a dans la salle de bain ».
Lord Lucan entre dans la salle de bain chercher des médicaments et mouiller un chiffon pour nettoyer les blessures de Lady Lucan. Dans le feu de l'action, Lady Lucan profite de la tâche de Lord Lucan comme diversion, saute du lit et se précipite en bas. Lord Lucan, ne percevant aucun bruit depuis la salle de bain, reste dans l'ignorance de la fuite de sa femme. Une fois dehors, Lady Lucan cherche refuge dans un pub appelé The Plumber's Arms. C'est là qu'elle se cache de son mari jusqu'à l'arrivée de la police. Pendant ce temps, à la maison des Lucan, Lord Lucan se rend enfin compte que sa femme a disparu et n'hésite pas à élaborer son propre plan d'évasion lui aussi. Il quitte sa maison de Bulgravia pour la dernière fois juste avant 22h. Entre 22h et 22h30, Lord Lucan arrive chez Madeleine Floorman à Chester Square, la mère d'une amie de la fille aînée de Lord Lucan, Francis. Il frappe violemment à la porte, mais aucun des occupants de la maison ne lui répond. À l'intérieur, Madeleine ignore les coups frappés à la porte car elle est la seule présente. Après quelques minutes d'attente, les coups cessent et le téléphone sonne, mais elle n'entend que des paroles incompréhensibles. Pendant l'appel, Madeleine parvient à distinguer quelque chose concernant sa porte d'entrée et raccroche le combiné. Elle se dirige vers l'entrée et ouvre brusquement la porte d'entrée pour trouver une tache de sang sur le seuil. Plus tard, les analyses médico-légales révéleraient que la tache de sang contenait 2 groupes sanguins différents, les groupes A et B, appartenant respectivement à Lady Lucan et Sandra Rivet. Madeleine se précipita à l'intérieur vers le téléphone, mais l'autre ligne était maintenant coupée. Elle raccrocha immédiatement le combiné, le reprit et appela la police. Puis, entre 22h30 et 23h, Lord Lucan téléphone à sa propre mère et lui demande d'aller chez lui pour récupérer les enfants. Il lui dit qu'il s'est passé quelque chose de terrible à la maison et qu'il est passé en voiture. Il a vu Lady Lucan se battre avec un agresseur au sous-sol, puis il est entré en courant et l'a trouvée en train de crier. Plus tard, la police tente de retrouver l'endroit précis d'où Lord Lucan a passé l'appel chez Madeleine et chez sa mère, mais cela ne sera jamais découvert. De l'autre côté de la ville, Lady Lucan parvient enfin à contacter la police. Les forces de l'ordre lui disent qu'ils ont forcé l'entrée dans la maison, mais que Lord Lucan est introuvable. Cependant, ils découvrent le corps de Sandra Rivet, toujours dans le sac postal en toile au rez-de-chaussée. Lady Lucan est ensuite placée dans une ambulance et transportée d'urgence à l'hôpital St. George à Tooting, Londres. Son mari, quant à lui, conduit sa Ford Corsair jusqu'à la maison de Ian et Susan Maxwell Scott, des amis de Lord Lucan. Elle se trouve à près de 68 km de son domicile, à la résidence des Maxwell Scott. Lord Lucan apparaît très négligé et mal soigné aux yeux de Susan. Elle remarque également une sorte de tache sombre et humide sur sa hanche. Lorsque Susan confronte Lucan, il raconte à elle et à son mari qu'il a vu un homme attaquer sa femme. En entrant pour la réconforter, il a glissé dans une mare de sang, expliquant ainsi son allure désordonnée. Malgré cette histoire étrange ou le fait que Lucan était avec ses amis plutôt qu'à aider sa famille, ni Ian ni Susan ne soupçonnent Lucan de mauvaises intentions. Ils n'allument pas leur radio ni télévision ce soir-là, ratant les informations et ignorant l'affaire Lady Lucan. Pendant que Lord Lucan se trouve chez Maxwell Scott, il écrit 2 lettres adressées à son beau-frère, un homme du nom de Bill Shand Kidd. L'une des lettres concerne sa version des faits sur la tentative d'homicide contre Lady Lucan et sa crainte d'être accusé à tort pour cette affaire. L'autre lettre abordait des questions financières sans importance. Une 3e lettre sera retrouvée plus tard, cependant, il n'est pas confirmé que Lucan l'ait écrite. Cette lettre exprime des craintes similaires que Lord Lucan éprouve et il demande au destinataire, Michel Stoop, de s'occuper de ses enfants quand il le pourra. Vers 00h30 le vendredi. 8 novembre, Lord Lucan appelle sa mère une seconde fois pour lui dire qu'il rappellera le matin et qu'il ne parlera pas à la police cette nuit-là. Il attend l'aube, vendredi, pour parler aux autorités. 45 minutes plus tard, à 1h15, Lord Lucan quitte la propriété Maxwell Scott en voiture. Quelques heures plus tard, le lendemain, Roy Ransom, le chef surintendant détective chargé de l'enquête, arrive à la résidence Lucan sur Lower Belgrave Street. Il est accompagné du médecin de division. Des photographes, experts médico-légaux et officiers subalternes sont aussi présents. Lors de la première fouille, les autorités ne constatent aucune effraction, sauf à la porte. Ils ont trouvé eux-mêmes une serviette ensanglantée dans la salle de bain de Lady Lucan et beaucoup de sang en haut des escaliers vers le sous-sol. La police trouve également un tuyau ensanglanté ce matin-là dans la maison de la famille Lucan. Près du tuyau se trouvent des cadres photos brisés,
une rampe en métal cassée et d'autres murs et surfaces endommagées dans la zone environnante. Ensuite, les forces de l'ordre tentent de retrouver Lord Lucan afin de l'interroger. D'abord, ils essaient de le joindre à 5 heures Eaton Row, un appartement où Lord Lucan vivait depuis 1973 lorsque son mariage a commencé à s'effondrer à cause d'une dépendance croissante au jeu, s'est révélé vide. La police a ensuite vérifié une autre adresse au 72A Elizabeth Street où la mère de Lucan a déclaré qu'il séjournait parfois à cette adresse. Les détectives trouvent un costume complet et une chemise posée, un livre grec, un portefeuille, des clés de voiture, de l'argent liquide, un permis de conduire et le passeport de Lucan, des mouchoirs et des lunettes. Dehors, il y avait une Mercedes-Benz bleue, mais lorsque la police a tenté de la démarrer, à la fois le moteur et la batterie étaient hors service. Après la fouille minutieuse au domicile de Lucan, la police poursuit avec Lady Lucan, qui est toujours à l'hôpital St. George et sous forte sédation malgré les médicaments. Lady Lucan est capable de décrire les circonstances générales de son agression sans jamais accuser son mari disparu. Au cours des jours suivants, une autopsie du corps de Sandra Rivet est réalisée, sous la surveillance étroite du célèbre pathologiste Keith Simpson. Keith découvre que Rivet a été tué avant d'être placé dans le sac postal en toile et que le tuyau en plomb retrouvé dans la maison était très certainement l'arme du crime. Les autorités se rendent également pour interroger l'ex-mari de Sandra, Roger Rivet. Roger fournit un alibi en béton, tout comme les autres hommes liés aux précédentes relations de Sandra à la même période. Lady Lucan est finalement autorisée à quitter l'hôpital et à ramener ses enfants chez elle avant de finalement déménager à Plymouth, en raison du manque de respect de la presse à l'époque. Le dimanche 10 novembre, les forces de l'ordre découvrent la Ford Corsair, conduite par Lucan la nuit où il a été vu pour la dernière fois. La voiture est retrouvée sur Norman Road à New Haven, qui se trouve à seulement 26 km d'Uckfield, où Lucan s'est arrêté chez le couple Maxwell Scott. La Corsair est mise en fourrière et fouillée plus tard. Les enquêteurs y trouvent un autre morceau de tuyau en plomb caché dans le coffre. Le tuyau présente du ruban chirurgical enroulé autour du cylindre, mais aucune trace de sang. Il y avait également une bouteille de vodka posée à côté du tuyau. Les détectives procèdent ensuite à une enquête dans le quartier environnant et interrogent les autres habitants de la communauté. 2 témoins différents affirment que la Corsair était garée là depuis au moins entre 5h et 8h du matin, le 8 novembre. Le 10 novembre est également le jour où Michael Stoop informe la police de la 3e lettre écrite par Lord Lucan. Cependant, il avait déjà jeté l'enveloppe, empêchant la police de retracer l'affranchissement pour savoir d'où Lucan avait envoyé la lettre. Le mardi 12 novembre, un mandat officiel d'arrêt contre Richard John Bingham, 7e comte de Lucan pour le meurtre de Sandra Rivet et la tentative de meurtre de Lady Lucan est déposé. Dans les semaines suivantes, des équipes de recherche et de sauvetage professionnels fouillent la région de New Haven Downs où la voiture a été retrouvée. Ils fouillent les terrains, le port et tous les autres lieux publics, mais ne trouvent que les restes squelettiques d'un juge qui avait disparu des années auparavant. Quelques petites enquêtes sont ensuite menées à la suite de l'enquête immédiate. La première a lieu le 13 novembre où Roger Rivet est amené à identifier officiellement le corps de Sandra. La seconde a lieu le 16 juin 1975, plus de 6 mois après le meurtre et la disparition. Lors de la seconde enquête, Lady Lucan est officiellement interrogée et elle révèle les difficultés qu'elle et son mari ont rencontrées avant l'attaque. Elle assure que la voix de son agresseur était sans doute celle de Lord Lucan et que son choix d'essayer de l'aider après les faits était une ruse destinée à faciliter sa fuite. L'aîné des enfants, Lucan, Frances, a été appelé à la barre des témoins pour raconter sa version des événements du 7 novembre 1974. Françoise a déclaré avoir entendu des cris, puis avoir vu sa mère, couverte de sang, entrer dans sa chambre avec Lord Lucan. Lady Lucan avait apparemment envoyé Françoise se coucher. Mais en se préparant, Françoise a aussi entendu son père crier sur sa mère dans la maison. Lorsque Lady Lucan n'a pas répondu, Françoise a dit que Lord Lucan lui avait demandé où sa mère était partie avant de descendre les escaliers et de partir définitivement. Le témoin suivant est le propriétaire du bar appelé les Bras du Plombier, où Lady Lucan s'est réfugiée après avoir échappé aux griffes de Lord Lucan, selon le propriétaire. Lady Lucan est entrée en courant en criant « Mes enfants, il a tué ma nourrice ». On l'entendait aussi appeler à l'aide, affirmant avoir échappé à une tentative de meurtre.
Le troisième témoin principal était le pathologiste Keith Simpson, qui a confirmé que la mort de Sandra était due à un traumatisme crânien causé par les deux, le tuyau de plomb, retrouvé dans la maison des Lucan, ainsi que les poings de l'agresseur. Le dernier témoin principal n'était autre que Susan Maxwell Scott, la dernière personne à avoir vu Lord Lucan en chair et en os. Susan raconte aux juges et au jury l'apparence négligée de Lord Lucan lors de la nuit où il leur a rendu une visite inattendue. Susan parle également de l'état d'esprit de Lord Lucan juste avant sa disparition. Elle explique à quel point il était convaincu qu'un autre homme attaquait Lady Lucan, et que la réaction initiale de Lady Lucan après la fuite de cet agresseur présumé a été de penser que son mari avait dû engager un assassin pour la tuer. À la fin de l'enquête, le juge et le jury avaient tout ce dont ils avaient besoin. À 11h45 ce jour-là, le président du jury a lu le verdict de meurtre pour John Bingham, le déclarant coupable de toutes les charges dans les 38 années qui ont suivi le meurtre de Sandra Rivet et l'attaque contre Lady Lucan. Lord Lucan n'a toujours pas été retrouvé, malgré de nombreuses apparitions signalées et des théories épuisées aussi bien par ses plus proches membres de la famille que par ses amis. Il n'a toujours pas été identifié ou retrouvé, s'il est mort. En 1999, Lord Lucan est officiellement déclaré mort. Cependant, un certificat de décès n'est délivré qu'en février 2016. En 2017, Lady Lucan se suicide, sans jamais avoir connu le sort exact de son ex-mari et agresseur. Pourtant, elle reste certaine, jusqu'à son dernier souffle, qu'il était celui qui a ôté la vie à Sandra et a failli prendre la sienne. Alors que l'affaire Sandra Rivet et John Bingham est désormais une enquête classée jusqu'à ce qu'une preuve concrète de la disparition de Lord Lucan soit apportée. La possibilité d'obtenir une justice ultime existe toujours pour les familles Rivet et Hansby. Dans une affaire trop ancienne pour disposer de preuves ADN et trop peu documentée pour avoir des photos ou vidéosurveillance. Les indices les plus fascinants et accablants pourraient être les lettres que Lord Lucan a écrites à divers associés la nuit où il a échappé à la police et quitté le quartier de Belgravia à Londres, l'Angleterre pour toujours. L'une des lettres abordait les intérêts financiers de Lord Lucan dont il devait s'occuper au plus vite. Cette lettre dit ceci. Il y a une vente prévue chez Christie's le 27 novembre qui permettra de régler les découvertes bancaires. Veuillez convenir des prix de réserve avec Tom Craig. Le produit ira à Lloyd's, 6 Pall Mall Counts 59 Strand Nat West Bloomsbury Branch, qui détient également une police d'assurance vie Equity and Law. Les autres créanciers peuvent aller se faire voir pour le moment. Chanceux. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à tirer de cette information, Lucan montrait clairement ses véritables intentions, à la fin de la lettre. Il dit que les créanciers ne comptent pas pour l'instant et qu'on peut les ignorer s'il doit partir. Allant jusqu'à les qualifier de chanceux, la deuxième lettre est bien plus éclairante. La voici dans son intégralité. Cher Bill, les circonstances les plus épouvantables se sont présentées ce soir, ce que j'ai brièvement décrit à ma mère. Lorsque j'ai interrompu la bagarre à Lower Belgrave Street et que l'homme est parti, Veronica m'a accusé de l'avoir engagé. Je l'ai emmenée à l'étage, envoyé Frances se coucher et tenté de la nettoyer. Elle est restée immobile, puis, pendant que j'étais dans la salle de bain, elle a quitté la maison. Les preuves circonstancielles contre moi sont solides, car V dira que tout était de ma faute. Je vais aussi rester tranquille un moment, mais je ne m'inquiète que pour les enfants. Si tu peux t'en occuper, je veux qu'ils vivent avec toi. Les administrateurs du compte, St. Martin's Lane. Monsieur Wall s'occupera des frais de scolarité. V a déjà montré sa haine envers moi par le passé et ferait tout pour me voir accusé. Pour George et Francis, vivre en sachant que leur père avait comparu au tribunal pour tentative de meurtre serait trop difficile. Quand ils seront assez grands pour comprendre, explique-leur le rêve de paranoïa et veille sur eux. Toujours à toi, John. La lettre est adressée à Bill Lord, le beau-frère de Lucan et confident occasionnel, tandis que Lucan tente de plaider son innocence. En réalité, il ne fait rien. Il affirme toujours que sa femme l'a accusé d'avoir engagé un tueur à gages pour la tuer et qu'il doit partir car les preuves circonstancielles le mèneraient sûrement en prison. Lord Lucan dit aussi que les enfants ne pourront pas vivre avec lui et que d'autres personnes s'occuperont des frais de scolarité. Aucune de ces affirmations ne semble venir d'un homme innocent, mais plutôt d'un homme qui vit la situation en temps réel. Acceptez le fait qu'il ne pourra jamais revenir. Si John Bingham était un homme innocent, bien sûr, il parlerait à la police et leur expliquerait la situation. Il prendrait sûrement ses enfants dans ses bras et les réconforterait en ces temps de choc et de tragédie.
Il aiderait sûrement la police dans sa recherche de ce meurtrier non identifié. Il ferait sûrement quelque chose, n'importe quoi, plutôt que de fuir et de ne jamais se retourner. La troisième lettre a été écrite à Michelle Scoop, qui possédait le pub St. James et la Ford Corsair, finalement prise puis abandonnée par Lord Lucan, dans ses derniers instants. Aux yeux du public, la lettre commence ainsi. « Mon cher Michel, j'ai passé une nuit traumatisante d'une coïncidence incroyable. Cependant, je ne vais pas t'ennuyer avec quoi que ce soit ni t'impliquer, sauf pour dire que, lorsque tu croiseras mes enfants, ce que j'espère que tu feras, s'il te plaît, dis-leur que tu m'as connu et que tout ce qui comptait pour moi, c'était eux. Le fait qu'un avocat véreux et un psychiatre pourri me détruisent à eux deux n'aura aucune importance pour les enfants. J'ai donné à Bill Shankid un récit de ce qui s'est réellement passé. Mais à en juger par ma dernière tentative au tribunal, personne, encore moins un juge de 67 ans, ne me croirait. Et je ne m'en soucie plus, sauf que mes enfants doivent être protégés. Bien à toi, John. » Cette lettre est sans doute la plus révélatrice. Lord Lucan est convaincu que le monde entier lui est désormais opposé. Blâmant des personnes comme un avocat inconnu, un psychiatre et un juge, il dit qu'il ne s'en soucie plus, qu'il veut seulement que ses enfants soient pris en charge et que personne ne croira son histoire autrement. Les lettres parlent d'elles-mêmes, couvertes de sang et écrites à la lueur d'une bougie lors d'une escapade nocturne. Après les actions de Bingham en novembre 1974, tournons-nous maintenant vers les théories les plus en vue entourant l'affaire de Sandra Rivet. L'affaire de Sandra et John Bingham est unique pour Cold Case Detective, car il ne s'agit pas de véritables affaires non résolues. Sandra Rivet a été officiellement reconnue comme victime de Lord Lucan, qui n'a jamais été retrouvé après sa disparition. Mais ce n'est pas lui la victime. Ici, la plupart des gens pensent que Lord Lucan s'est suicidé, une théorie partagée à la fois par Lady Lucan et par les détectives en charge de l'enquête. Au début, le détective en chef, Roy Rancer, a déclaré que même si Lord Lucan s'était peut-être suicidé, cela aurait pu arriver. Quelque part en dehors du quartier de Belgravia et des villes environnantes, où des recherches et des opérations de sauvetage détaillées ont été menées, d'autres recherches ont finalement eu lieu partout dans le monde, et pourtant elles n'ont rien donné. Un détective privé, qui a repris l'affaire en 2006, a déclaré qu'il avait suffisamment de preuves pour conclure que Lord Lucan avait effectivement quitté Londres et commencé une nouvelle vie, ailleurs dans le monde. Cependant, la nature exacte de ces preuves n'a jamais été révélée au public. Si Lord Lucan ne s'est pas suicidé, où aurait-il pu s'enfuir? La dernière personne à avoir vu Lucan vivant a une théorie solide, elle-même. Susan Maxwell Scott a un jour confié à John Pearson, célèbre bibliographe qui a écrit sur le meurtre, qu'elle pensait que Lucan avait bel et bien reçu de l'aide pour quitter le pays. Très probablement grâce à l'aide de financiers qui ne sont connus ou accessibles qu'à ceux qui sont ou étaient autrefois riches. Cependant, Susan a également ajouté un rebondissement à l'histoire. Elle a dit qu'elle pensait que les financiers étaient revenus sur leur décision et considéraient Lucan comme un risque trop important pour mener à bien la mission d'évasion. Elle pensait que Lucan avait été kidnappé, tué et enterré quelque part en Suisse, là où se trouvaient les banques suisses et les financiers potentiels. Susan n'était pas la seule à tirer une telle conclusion. Jeremy Scott, un cadre publicitaire familier de l'affaire Sandra Rivet, a proposé que Lucan ait été tué et caché par quelqu'un ayant à la fois du pouvoir et de l'argent. Les réflexions de Jeremy étaient précieuses, car il avait de solides liens avec certains membres du Cercle de Clermont. Le Cercle de Clermont est un groupe visible de joueurs exclusifs et ultra riches de Grande-Bretagne qui auraient tous pu avoir des personnalités bien plus sombres sous leur dehors inoffensif. On ne sait pas si la police a jamais approfondi cette théorie, mais avec le titre prestigieux de Lord Lucan et son apparence de richesse, cela a bien sûr du sens. Comme dans de nombreuses affaires de personnes disparues, les signalements de John ont été multipliés par 10 lorsque la nouvelle de sa disparition s'est répandue dans le monde entier. Un signalement a conduit la police en France. Un autre les a menés en Colombie, où un homme d'affaires américain ressemblant à Lord Lucan a été retrouvé. Et un autre cas où l'homme décrit par la police était en réalité John Stonehouse, qui avait disparu comme Lord Lucan mais avait simulé sa mort. Pour éviter d'être capturé, il y a aussi eu le cas du chasseur de primes John Miller qui a prétendu capturer Lord Lucan en 1982. Les autorités ont vite déjoué l'affaire, la qualifiant de canular. Une autre fausse apparition a eu lieu en 2003 lorsqu'un ancien détective a suivi un homme jusqu'à Goa, en Inde, pensant qu'il s'agissait de Lord Lucan. Ils se sont finalement rendus compte qu'ils avaient accidentellement suivi Barry Halpin, un chanteur folk de Merseyside au nord de l'Angleterre.
Cela s'est encore produit en 2007 lorsque quelques membres d'une petite communauté néo-zélandaise ont pensé qu'un expatrié britannique vivant dans leur rue ressemblait à un John Bingham âgé. Cependant, lorsque les journalistes ont retrouvé l'homme sans domicile, ils ont vite découvert qu'il n'était pas Lord Lucan. Beaucoup de personnes impliquées dans l'enquête officielle, ainsi que des curieux en général, pensaient que si Lord Lucan avait réussi à s'échapper et à survivre, il avait probablement fini en Afrique du Sud ou ailleurs sur le continent. Cela n'a toujours été que pure spéculation. Cependant, la pression sur les enquêteurs pour retrouver le comte en Afrique s'est intensifiée dans les années 1980 lorsque les enfants Lucan ont été temporairement déplacés au Gabon, en Afrique. Beaucoup se sont demandé si cela était intentionnel, afin que Lord Lucan puisse surveiller ses enfants à distance, voire même leur rendre visite en secret lui-même. L'autre théorie plausible après la mort de Sandra Rivet était qu'une personne s'était introduite chez les Lucan pour viser Lady Lucan, mais l'avait prise pour Sandra, et qu'il aurait fui dès que Lord Lucan est arrivé. Cependant, selon ses propres mots, il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour étayer de telles affirmations. Tout ce que la défense a tenté d'argumenter lors de l'enquête concernant l'innocence de Lord Lucan avait un contre-argument. Bien qu'il soit vrai que les empreintes digitales de Lord Lucan n'étaient pas présentes sur les lieux du crime, l'équipe de défense de Lucan lors de l'enquête n'avait aucune explication à ce sujet. Il avait un deuxième morceau de tuyau en plomb dans le coffre de sa voiture. Le tuyau en plomb dans la voiture avait une apparence similaire à celui utilisé pour tuer Sandra. Bien que les experts médico-légaux n'aient pu confirmer que les deux morceaux venaient du même tuyau. Ils ont déclaré qu'il était très probable que les deux tuyaux et le ruban chirurgical enroulé autour d'eux provenaient de la même découpe de matériaux. De plus, les taches de sang dans la Ford Corsair ont été analysées et identifiées comme appartenant au groupe sanguin AB. Rappelez-vous, le sang trouvé sur la scène du crime provenait à la fois des groupes sanguins A et B, mais il était possible que la tache dans la Corsair soit une combinaison de ces deux sources de sang distinctes, de Lady Lucan et Sandra Rivet. La défense n'avait également aucune véritable réponse aux témoignages des témoins qui partageaient le désir semi-secret de Lucan de tuer sa femme. Ils peuvent appeler ça une blague ou une coïncidence, mais en vérité, cela ne ressemble à rien d'autre qu'à un présage de meurtre. Il n'y avait également aucune preuve, en dehors des lettres de Lucan, qui ait amené les enquêteurs à croire qu'un deuxième homme se trouvait sur la propriété de Lucan le 7 novembre 1974. La police n'avait aucun suspect correspondant à la description ou ayant un mobile pour tuer Sandra. Deuxièmement, il n'y avait aucun indice laissant penser à une effraction au 46 Lower Belgrave Street. Troisièmement, il n'y avait aucun moyen pour Lord Lucan de savoir que Sandra ou sa femme étaient attaquées, dans la cuisine, au sous-sol. La seule façon de voir dans la cuisine depuis la rue est par la petite fenêtre extérieure, à laquelle Lucan aurait dû se baisser presque au niveau du trottoir. De plus, la lumière de la cuisine du sous-sol ne marchait pas car elle avait été retirée de son support et posée sur une chaise. Cela signifie que quelqu'un connaissant l'intérieur de la cuisine aurait dévissé l'ampoule afin de dissimuler ses crimes dans l'obscurité. En fait, Lady Lucan n'était même jamais entrée dans le sous-sol à l'origine, ce qui contredit les propres paroles de Lord Lucan. Et même si elle était descendue là-bas, et même si elle avait été attaquée par un inconnu, il n'aurait pas pu s'échapper par la porte de la cuisine du sous-sol, comme l'a dit Lucan. La porte était en fait verrouillée la nuit du meurtre. De plus, il n'y avait aucun signe de fuite précipitée ou quoi que ce soit de ce genre dans le jardin barricadé qui se trouve juste à l'extérieur du sous-sol. La porte en question, ni aucun témoignage oculaire des voisins de Lucan, n'ont permis de situer une silhouette étrange et sombre aux abords du 46 Lower Belgrave Street. La seule affirmation raisonnable que l'équipe de défense de Lord Lucan pouvait utiliser était que si Lucan voulait la mort de sa femme et connaissait bien la maison, pourquoi aurait-il fait tout ce chemin pour tuer d'abord la nourrice, qu'il aurait certainement reconnue comme n'étant pas sa femme? C'est une question légitime, mais il existe des réponses possibles dans le cas d'un meurtre et d'une fuite préméditée. Il ne serait pas surprenant d'apprendre que Lord Lucan a tué Sandra intentionnellement, afin de semer précisément ce doute dans l'esprit des enquêteurs, en pensant que si la nourrice a aussi été tuée, son meurtrier doit être quelqu'un qui ne connaissait pas le visage de ses victimes. Au final, ce n'était qu'une autre idée tordue dans l'esprit d'un meurtrier dérangé qui a commis un crime sordide. C'est une perte de temps de débattre sur qui a tué Sandra Rivet ou comment elle a été assassinée. Il est clair, d'après les preuves matérielles et le témoignage de Lady Lucan, que son mari est le principal et unique suspect.
et que Lord Lucan s'est enfui après l'agression et l'homicide pour échapper à Catcher et éviter d'être puni pour son crime, il avait un mobile, il avait une peur bleue de perdre la petite garde qu'il avait encore de ses enfants. Amer à cause des batailles juridiques avec sa femme et de la dégradation de sa santé mentale, et furieux à cause de l'addiction au jeu qui le tourmentait sans cesse. Il n'y a aucun doute ici que l'assassin était Lord Lucan. Chercher à obtenir justice dans cette affaire n'est pas une démarche vaine. Bien que beaucoup aient accepté que John Bingham soit probablement mort, soit par suicide, soit par d'autres causes, même s'il est âgé, il pourrait encore être en vie. Un homme de la richesse et du pouvoir de Lucan aurait les relations pour obtenir les meilleurs soins de santé. Peu importe où il a fini dans le monde, il aurait 88 ans aujourd'hui. Et malgré les années écoulées depuis le meurtre, aucun homme n'est trop vieux pour faire face à la justice et répondre de ses crimes, tandis que Lord Lucan, le meurtrier, ne verra peut-être jamais la justice. Nous voulons que l'accent de cette histoire soit mis sur Sandra Rivet, sur la perte que sa famille a endurée et sur qui elle était en tant qu'individu. Sandra était une survivante courageuse de relations violentes et d'une lutte contre la dépression et l'anxiété. Elle a passé une partie de sa vie à observer le monde derrière la fenêtre grillagée d'un hôpital. Elle ne méritait pas de partir alors qu'elle découvrait enfin sa vraie identité. Sandra faisait preuve d'une compassion sans réserve. Elle acceptait tout emploi lui permettant d'aider, surtout les personnes âgées et les jeunes. Elle écoutait les histoires des personnes âgées dont elle s'occupait et transmettait sa sagesse aux enfants qu'elle gardait. Mais Sandra devait aussi affronter ses propres ténèbres. Elle avait une malchance infinie en matière de romance et ne pouvait jamais totalement échapper au côté moins reluisant de l'amour. Peut-être qu'elle l'avait enfin trouvé au 46 rue Lower Belgrave. Avec 3 enfants, elle s'était tellement attachée à eux, si ce n'est à cause de la rage bouillonnante et de la jalousie incontrôlée de leur père. C'est notre devoir de nous souvenir de Sandra telle qu'elle était. Et ne pas penser seulement à un corps dans un sac postal en toile, mais à une femme pleine de promesses, de force, qui écrivait sa propre histoire avec une fin heureuse. Malgré une vie marquée par la tragédie, Sandra Rivet méritait de vivre, et c'est ainsi qu'elle sera rappelée. Ici Détective Cold Case.